Nos émotions, c'est une espèce de fenêtre sur l'intimité des gens, avec des technologies qui permettent de les contrôler, de les paramétrer algorithmiquement et en temps réel. Cet aspect honnête, il est un peu bousculé. On a vraiment l'idée qu'il faudrait contrôler nos émotions pour optimiser nos interactions, et cette optimisation des interactions, elle passe par le fait de gommer en fait toutes les frictions avec ces algorithmes. Ce masque affectif, il devient algorithmique sans qu'on ait connaissance ni conscience des règles en fait qui sont appliquées. Donc on est passé d'une technologie qui permet quelque chose, qui donne une option supplémentaire, à une technologie qui quelque part crée une forme d'aliénation. Je m'appelle Tristesse. Oh, bonjour Tristesse, je m'appelle Joie. Bon, excuse-moi. Tu permets, je vais arranger ça. D'accord. Et ça ne faisait que commencer. Le quartier cérébral allait devenir un hall de gare. C'est très bien, tout va bien jusqu'ici, tu t'en sors comme une championne. Oh, attention, tourne, non, attention! Je vous présente Peur. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Vice versa, imagine un monde où nos émotions ont un visage, une voix, un caractère. Joie court dans tous les sens, colère s'embrasse pour un rien, tristesse traîne les pieds. Un classique que j'adore revoir et revoir encore avec mes filles. On s'est pas dit bonjour. Salut, c'est Trench Tech. Bienvenue sur notre talk show. C'est Mick Lévy au micro et aujourd'hui, comme toujours, avec mon fidèle compagnon Cyril Chaudois. Salut Mick, que d'émotion de te retrouver aujourd'hui. Ouais, c'est clair. Et dans Vice Versa, dis donc, tout ce petit monde nous montre que nos émotions ne sont pas des accessoires de notre vie intérieure. Elles en sont le moteur. Elles orientent nos décisions, structurent nos relations, construisent qui nous sommes. Sauf que ce petit comité de pilotage, quelque part dans notre cerveau, il n'est plus seulement dans notre tête. Toi, t'as un comité de pilotage carrément ou un hall de gare comme on vient de l'entendre dans la tête, carrément. Mais ouais, carrément. Il est de plus en plus empreint d'influence numérique. C'est peut-être le problème avec nos smartphones, des applications. Et ça commence à prendre une toute autre dimension avec les IA. Ah ouais, je me souviens d'un pote que l'IA avait complètement refait en lui disant ton intro est super bien écrite, mon pote. Suivez mon regard. Tu parles, ouais, bah oui, ça m'encourage aussi des fois, effectivement. On parle beaucoup de ce que l'IA fait à notre mémoire, à notre attention, à notre façon de raisonner. Mais il y a un angle mort dont on parle trop peu, et c'est précisément celui que notre invité a choisi d'explorer dans ses recherches et dans son livre. Cet angle mort, c'est celui de nos émotions. Nadia Guérouaou, bienvenue dans Trench Tech. Bonjour. Tu vas bien, Salut, Nadia? Oui, ça va. Désolée. Oula, t'as une petite voix quand pas même. Pas tant que ça finalement. Génial. Et Nadia, j'ai déjà commencé. On peut bien continuer à se tutoyer en fait. Hein. Oui, allez. Bon, allez, c'est cool. Génial. Bon, Nadia, je fais rapidement ta bio. Tu es docteur en neurosciences cognitives, formée à l'IRCAM, où tu co-signes dès 2022. Alors non, t'es pas formée à l'IRCAM, je me reprends. Tu es docteur en neurosciences cognitives et tu as fait ta thèse à l'IRCAM. Tu as co-signé dès 2022 d'ailleurs dans les Philosophical Transactions of the Royal Society. C'est dur, hein. Un article sur l'éthique, j'avoue. Un article sur l'éthique des deepfakes vocaux émotionnels. On va voir ensemble ce que c'est. Psychologue clinicienne spécialisée dans le traitement du stress post-traumatique. Tu étends tes recherches jusqu'au Japon avec l'université Waseda de Tokyo avant de publier en 2026. C'est pas facile les accents. Et t'as publié, surtout, on n'a plus le droit de les faire. Faut pas les faire. C'est de 2026, tu fais plus d'accent. Ah, ça va pote, quand même. T'es resté avec Keblo dans les années 80 ou quoi? Moi, je fais de mon mieux. Michel Lab. Je suis avec Michel Lab, les gars. Non, regarde, en anglais aussi, j'ai mis Royal Society. C'est pareil. Donc, l'université Waseda, et donc tu as publié en 2026 chez Erol, Notre cerveau sous influence, livre qu'on vous conseille largement, où tu y forges le concept d'e-affectivité qu'on va voir ensemble. Donc ensemble, justement, on va voir comment l'IA affecte nos émotions. On va le voir à deux niveaux. D'abord à l'échelle individuelle, puis à l'échelle de la société dans son ensemble. On fera aussi un détour par la tech entre les lignes de Louis de Diesbach avec une chronique de circonstances. Je n'en dis pas plus pour garder le suspense. Allez, c'est parti pour le grand entretien, mes émotions sous-traitées. Trench Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Nos muscles, check. Notre mémoire, check. Notre réflexion, notre imagination, nos productions cognitives, check. Bon, on a quand même délégué déjà pas mal de choses à la machine. Nadia, à quel moment on a commencé à déléguer nos émotions à ces fameuses machines ?
Alors, à quel moment ça dépend des technologies. En réalité, moi, je m'intéresse à 2 types de technologies. Donc, depuis, comme vous disiez en introduction, depuis ma thèse, qui était à l'IRCAM, qui est l'Institut de recherche coordination acoustique musique. Et à l'IRCAM, ils développent pas mal de technologies de transformation de voix ou de synthèse vocale. Et en fait, ce qui m'avait intéressée, moi, c'était des technologies qui permettaient de transformer en temps réel les émotions dans la voix, la tonalité émotionnelle de la voix. Donc c'était Ok. vraiment des technologies de laboratoire à l'époque, donc qui visaient pas forcément un usage par le grand public. Mais très vite, en fait, j'ai considéré qu'il pouvait s'agir de technologies d'augmentation. Ouais. C'est-à-dire des technologies qu'on allait sortir du labo pour augmenter nos capacités, parce que voilà, les émotions, c'est aussi des compétences, et donc on peut avoir envie d'optimiser. Là, on est fin 2010, c'est ça? Tu as, comment dire, défendu ta thèse en 2022, mais donc ça, c'est un petit peu avant dans les laboratoires, c'est ça? Oui, oui, oui. En fait, moi, quand j'ai découvert cette technologie-là, c'était via un papier dans une revue assez prestigieuse qui s'appelle PNAS. Donc, pour ceux qui Mhm. font un peu des sciences, ils voient ce dont je parle. Et en fait, j'avais découvert un paradigme de vocal feedback qui permet de transformer la tonalité émotionnelle de la voix. Mais c'était encore une technologie de labo. Et le papier dont vous parliez là en introduction, c'était un effort, une tentative un peu de design fiction que j'avais faite, c'était d'imaginer Ok. comment des technologies de laboratoire pouvaient sortir du laboratoire et comment on pouvait les utiliser au quotidien, comment ça pouvait se généraliser, en particulier dans un monde, là c'était en 2020, où on était pile pendant la pandémie, où nos interactions elles se faisaient de plus en plus via Des des interfaces. interfaces de visioconférence. Ouais. Et donc du coup, là, on situe l'époque, et là, on commence finalement quoi, à déléguer nos émotions, comme je faisais le parallèle avec les outils techniques qui nous ont accompagnés depuis la nuit des temps, déléguer nos muscles, déléguer notre mémoire quand on a commencé à écrire plutôt que de retenir, etc., etc. Est-ce que à ce moment-là, tu considères qu'on commence à déléguer nos émotions, ou on développe des technologies qui viennent mimer nos émotions, ce qui n'est pas tout à fait encore la même chose? Ouais, c'est ça. Mais en fait, la délégation des émotions, elle se fait, selon moi, avec des technologies qui permettent de les paramétrer en temps réel et de gagner un contrôle qui n'est pas, qui est somme toute assez inédit en fait dans l'histoire de nos sociétés. C'est-à-dire que voilà, on peut apprendre à contrôler les émotions qu'on véhicule quand on parle. Et d'ailleurs, on le fait tous parce que on respecte finalement des normes sociales, on va pas exprimer les émotions de la même manière selon qu'on est en face d'un collègue, en face de son boss ou dans l'intimité. Et on peut aussi, certains acteurs le font très bien, mimer des émotions qui sont pas du tout ressenties. Mais on a toujours cette idée en fait que nos émotions c'est quelque chose, c'est une espèce de fenêtre sur l'intimité des gens, que voilà, on peut pas cacher nos émotions, que c'est quelque chose de particulièrement honnête. Et avec des technologies qui permettent de les contrôler, de les paramétrer algorithmiquement et en temps réel, cet aspect finalement honnête et reflet de son intériorité, de son intimité, il est un peu bousculé. Explique-moi un truc, c'est quoi une émotion? Parce que je pense que toi, en tant que neuroscientifique, tu n'émets peut-être pas exactement le même sens que celui qu'on peut avoir tous en tête. Ouais, c'est un peu le travail aussi que je fais justement dans le livre, c'est d'essayer de déconstruire ce que j'appelle des neuromythes, en tout cas des fausses croyances sur les émotions notamment, mais pas que. En fait, tout ce qui nous permettrait pas de comprendre ou d'envisager en quoi des technologies qui permettent de paramétrer algorithmiquement les émotions peuvent avoir un effet profond sur nous. Que c'est pas juste une question de délégation, c'est pas juste une question de... Ouais, c'est quelque chose, une émotion, c'est quelque chose de profond qui nous gouverne, donc c'est ça, on peut le dire Voilà, comme ça? c'est ça. Et surtout, les émotions, c'est quelque chose de construit. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut penser, c'est pas quelque chose de purement biologique, comme une espèce de code inné en nous et surtout qui serait le même pour tous, qu'il s'agirait juste de décoder. En fait, on a tous le même code et quand je te vois exprimer telle émotion, de manière universelle et innée, je sais
en fait, ce qu'il y a, ce que tu ressens. Ça, Ouais. c'est quelque chose qui s'apprend, en fait. Et ça s'apprend dans un monde et dans un environnement donné, en fonction de ce à quoi aussi on est confronté. Ouais, donc alors, il y a plein de trucs qui s'apprennent du coup, à la fois à décoder les émotions des autres et puis à la fois la manière dont nous on vit nos émotions ou les émotions que nous on peut ressentir. Et je voudrais juste revenir sur la question aussi d'avant pour reclarifier. Cyril se demandait à partir de quel moment on peut dater le fait que les technologies finalement viennent altérer, transformer, guider nos émotions. Je ne sais pas à quoi il faut penser. Les filtres Instagram, on devait être certainement en plein dedans. Ça modifie l'apparence, mais en fait, ça modifie aussi l'expression des émotions, par exemple. Est-ce que même avant les filtres Instagram, on trouve des choses techniques, technologiques, qui viennent transformer nos émotions finalement ? C'est surtout, alors moi je m'intéresse vraiment je m'intéresse pas à toutes les technologies, je m'intéresse aux technologies d'IA générative dans le livre. Donc il y a effectivement les filtres Instagram qui permettent de créer des visages qui sont optimisés. Donc ça, c'est pas tant lié aux émotions, mais c'est parce qu'au début, je prends des exemples qu'on connaît bien, pour amener vers des technologies qui sont un peu encore aux marges vraiment au bord de la société, quoi, qui sont pas encore généralisées parce qu'il y a toute cette dimension d'anticipation, et donc des technologies qui permettent de transformer, de gommer la colère dans la voix de clients mécontents dans le cadre de call center, de créer des sourires artificiels à la fois dans les voix ou sur les visages afin d'optimiser les interactions, mais aussi, et pour des technologies qui nous sont beaucoup plus familières, c'est-à-dire les IA conversationnelles, qui ne sont pas présentées comme étant des technologies de délégation de nos émotions, mais en réalité, c'est bien un des usages qu'on en fait à partir du moment où on va demander, par exemple, à ChatGPT ou à Claude de rédiger un message professionnel qui soit empathique et bienveillant, ou même pour la reconnaissance des émotions, parce que de plus en plus de personnes vont copier-coller des messages qu'ils ou elles ont reçus dans ChatGPT, par exemple, et demander qu'est-ce que tu penses de ce message ? Est-ce qu'il est passif-agressif ? Je suis pas sûre. En fait, détecter et interpréter les émotions chez autrui, il y a toujours une part d'ambiguïté et d'incertitude, et c'est même des technologies qu'on utilise beaucoup pour lever cette incertitude, et elle correspond aussi aux états mentaux qui sont dits cachés de Alors attention, parce que là il y a un foisonnement de questions qui arrivent dans ma tête. Je ne sais pas si c'est le comité de pilotage qui fout le bazar, mais j'ai des tonnes de questions. Vous avez 4 heures. Alors d'abord, j'aimerais peut-être repartir, mais brièvement, de cette idée, enfin de ce que tu nous dis. Ce n'est pas que de l'inné. C'est de l'acquis aussi. Enfin, moi, ce que j'entends, ce que je comprends, c'est que c'est pas tout l'un tout l'autre, c'est un petit peu les deux, parce que j'ai en mémoire de vieux trucs lus, vus, etc. Quand on commence à sourire, le rire, ça évoque surtout une espèce de mécanisme de défense aussi par rapport à la peur, etc. Donc il y a quelque chose quand même de l'ordre de l'inné, mais il y a quelque chose de l'ordre de l'acquis très très fort, et donc qui est culturel, c'est-à-dire que les émotions ne vont pas forcément se traduire de la même manière qu'on soit en Asie, qu'on soit en Occident, etc. Hyper intéressant parce que ça rejoint très directement notre sujet des IA. Quand on essaie de les entraîner, les IA, et demain la robotique sociale qui sera truffée d'IA notamment, eh bien il n'y a pas d'émotion standardisable à proprement parler. Il n'y a pas d'émotion totalement universelle, en tout cas dans la façon de les exprimer. De fait, quand on pense s'adresser à un outil d'IA générative, en lui demandant, comme tu l'as souligné, tiens, est-ce que ça veut dire ça, ou est-ce que ça veut dire ça ? Comment je l'interprète ? Eh bien, il n'y a pas de réponse totalement universelle. Donc déjà, on comprend que il faut faire vachement gaffe, forcément. Et donc ça me renvoie à cette question. Toi, tu es psychologue clinicienne. Qu'est-ce que tu penses de cet usage qui explose, et notamment chez les jeunes, mais pas que, chez les seniors aussi, d'utiliser des LLM, Large Language Model, donc ChatGPT, Claude, etc., comme psy, entre guillemets, de substitution? C'est un déversoir, justement, à émotions que l'on garde en soi parce qu'on n'a personne d'autre à qui les confier. Alors ça, c'est un sujet en soi. Pour moi, c'est problématique à différents niveaux. Mais si on part du principe qu'on n'est pas sur des cas de personnes qui ont un trouble psychopathologique avéré,
Si on prend des individus un peu tout venants qui l'utilisent pour faire de la thérapie de confort, c'est-à-dire voilà, qui n'ont pas une dépression ou un trouble psychiatrique vraiment Rien de grave, quoi, en fait. Et voilà, juste un peu du soutien tous les jours. C'est déjà problématique parce que en fait on sait très bien que ce sont des technologies qui sont designées pour aller déjà dans notre sens. Donc cette histoire, on en parle de plus en plus de la psychophancy. Et quand on va voir un psychologue, moi j'en parlais, c'est marrant, avec une amie hier qui me disait qu'elle avait décidé d'arrêter sa psychothérapie parce que sa psy allait toujours dans son sens. Elle me dit, moi, je vais voir une psy, c'est pour qu'elle me dise parfois j'ai exagéré ou ce mode de pensée ne me convient pas. Elle me dit, sinon, je vais jamais changer sur ce que j'ai envie de modifier. Ouais, elle veut se faire challenger, quoi. Voilà, et ça m'a complètement fait penser justement aux IA génératives qui ne font pas du tout ça, en fait. Elles ne sont pas programmées, sauf si vous lui demandez de le faire. C'est ça. Mais en règle générale, elles vont plutôt... dans l'usage par défaut standard de tout un chacun, effectivement, elles vont globalement dans ton sens. En tout cas, pour l'instant, elles sont faites effectivement, elles sont faites comme ça. Ouais. Et il y a des études... Du coup, à quel point les IA génératives, pardon Nadia, vont influencer nos émotions? Parce que c'est ça le risque qui est derrière. Oui. Alors, juste pour finir sur de la psychophancy, avant on avait tendance à considérer que c'était juste finalement un dark pattern comme un autre, que ça n'avait pas beaucoup d'influence mis à part le fait de vous flatter un peu, sauf qu'en fait on se rend compte que ça a un réel effet sur les comportements des individus et que ça diminue le taux de comportements prosociaux, c'est-à-dire votre capacité à remettre en question vos comportements, à aller voir un ami quand vous vous êtes mal comporté pour lui demander pour présenter vos excuses à cette personne, remettre en question justement vos pensées par rapport à une interaction conflictuelle. En fait, on se rend compte que les interactions avec des IA psychophantes diminuent ce caractère de comportements prosociaux. Donc d'accord. Pardon, je reformule juste pour le béotien que je suis. Ça veut dire que plus on utilise ces outils qui peuvent être, entre guillemets, OK pour des gens qui n'ont pas de vrais problèmes, plus ces outils étant relativement d'accord avec nous tout le temps, moins on va développer, nourrir, je dirais, enrichir notre qualité de la relation humaine, parce que c'est bon, je me suis confié, il m'a dit que c'était OK, pas besoin d'aller m'excuser, et donc in fine, on verra peut-être tout à l'heure d'ailleurs, ce que ça a comme répercussion au niveau collectif, mais c'est assez flippant ce que tu dis. Et juste, ça veut dire quoi, psychophancy, si on peut juste faire un tout petit petit point vocabulaire là. C'est la propension des IA à être flagorneuse, à aller dans votre sens, à vous valider en fait, à valider vos... Et t'appelles ça la psychophancy? J'avais pas le terme. Oui. Dans les articles scientifiques, c'est tu tapes IA psychophante et tu vas tomber sur c'est en français en plus, c'est psychophant. C'est très joli. Oui, en fait, c'est une francisation d'un terme anglais, mais ok. Ouais. D'accord. Est-ce que toi, tu as des cas, alors tu nous as parlé de ton ami, c'est rigolo, parce qu'effectivement, c'est le type de cas qu'on entend de plus en plus souvent tous dans notre entourage. Est-ce que toi, tu as des cas qui t'ont vraiment marqué ou inquiété, ou que tu trouves un peu révélateurs? Parfois, c'est des anecdotes, mais un petit peu révélateurs de ce qui est en train de se passer et du risque qu'on encourt. Alors oui, il y en a un. En fait, quand j'écrivais le livre, dans les discussions un peu personnelles, je me rendais compte que j'avais de plus en plus d'amis qui me disaient que lors d'interactions un peu conflictuelles, notamment amoureuses, elles recevaient des messages dont elles doutaient en fait de l'authenticité de la rédaction, parce que le message était rédigé de manière trop propre, avec une espèce de tonalité justement positive, bienveillante, sans faute d'orthographe. Et donc, ce qu'elle me disait, c'est en fait, c'est pas du tout, c'était surtout des amies féminines à l'époque, c'est pas du tout le style de mon compagnon. En fait, c'est certainement rédigé par ChatGPT ou une autre IA. Et donc, il y avait déjà ce doute un peu qui commençait à s'instaurer dans les interactions, par reconnaissance d'un style qui n'est pas un style qui est positif, un style émotionnel qui est positif et qui est justement il
il est designé pour être positif parce que c'est censé diminuer les frictions, un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Donc finalement, qu'il y aurait des émotions positives à optimiser algorithmiquement, des émotions négatives qu'il s'agirait en fait de faire disparaître de nos interactions parce qu'elles nous gênent. Ben, en fait, ce côté-là positif, il est reconnu et il devient problématique. Nadia, il est temps de passer à la question bonus. Nadia, certains joueurs de poker portent des lunettes de soleil pour compléter leur poker face, comme on dit, pour éviter qu'on lise leurs émotions à travers les yeux. Hein, tu sais, ce fameux miroir de l'âme. Quelles sont les lunettes de soleil à employer si on veut masquer nos émotions vis-à-vis des IA génératives ? Ah, bonne question. Alors, je pense que c'est les tiennes, là, elles ont l'air pas mal. Mais en fait, For sure. Ça, on avait dit non. Il m'avait interdit de faire la blague parce que moi je savais ce qu'il allait faire. Il m'avait interdit de faire la blague du for sure. C'était pour la garder pour toi. Non mais j'hallucine. Alors laissons répondre Nadia. Oui. Ça s'appelle des travaux. Quand j'étais justement, vous disiez en introduction, j'étais au Japon pour une partie de mon travail de recherche en 2022. Donc c'est vraiment avant l'introduction de ChatGPT. Mais il y avait des artistes qui travaillaient déjà sur des vêtements en fait qu'ils pouvaient utiliser pour camoufler leur présence par rapport à pour éviter le computer vision et la reconnaissance faciale notamment. Exactement. Et donc ça me fait penser à ça. Et ça, effectivement, ça fait tout de suite écho à la question de la reconnaissance des émotions. Et ça, la reconnaissance automatique en plus, donc par des IA, qui est problématique, notamment parce que ça prend pas en compte ce caractère appris, non universel des émotions dont tu parlais au début justement de notre échange, parce que derrière cette reconnaissance automatique des émotions, il y a l'idée en fait qu'il y aurait ce code qui serait le même à la fois donc pour décoder, pour interpréter, mais aussi pour exprimer nos émotions, qui prend pas modéliser quoi. Voilà, qui prend pas du tout en compte la variabilité culturelle de la manière dont on va l'exprimer, mais même au-delà de la variabilité culturelle, moi-même en fait, et c'est ce que les neurosciences nous montrent, je vais pas exprimer la même émotion de la même manière selon tous les contextes. J'ai pas une espèce de visage prototypique de ma colère ou de ma joie. Tant mieux, c'est ce qui fait ta singularité, ce qui fait la mienne, ce qui fait la nôtre en tant qu'espèce humaine. Mais du coup, comment on se planque vis-à-vis des machines si on veut absolument pas qu'elles détectent nos émotions, qui plus est, en les interprétant relativement mal, parce qu'elles auront tendance à les standardiser. Il y a un moyen de se protéger de ça ou pas ? Là, franchement, faut avoir un ton neutre, poker face justement, systématiquement quand on s'adresse à notre LLM favori ou... En fait, je pense que c'est pas à nous de reconfigurer la manière dont on exprime ou pas nos émotions. Parce que ce qui doit être une question, c'est est-ce que il est inévitable ou est-ce qu'on peut pas questionner le fait que ces technologies-là viennent interpréter nos émotions, décoder nos émotions et se comporter, répondre différemment en fonction de ce qu'elles auront interprété de notre état émotionnel. Et donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut interdire, par exemple avec des textes type AI Act, il faut interdire aux créateurs d'IA d'aller chercher à détecter nos émotions pour les interpréter. Mais on sait de l'autre côté que la vague d'après, c'est la robotique sociale, que s'il n'y a pas de mise en empathie, même artificielle, il y a l'espèce de vallée de l'étrange qui fait qu'on n'aura pas du tout envie de discuter avec des artefacts. Toi, ça te semble envisageable au nom d'une éthique de dire à un moment donné, non, les IA n'ont pas le droit d'analyser nos émotions pour pouvoir derrière essayer de nous influencer ? Alors, c'est d'ailleurs un sujet sur lequel je me planche. Là, j'essaie de réfléchir à une charte. En fait, j'étais allée présenter mon travail récemment au secrétariat général pour l'investissement. Et à la suite donc à la fin de cette présentation, l'idée, c'était que je puisse réfléchir à une charte un peu dans le style de la charte de l'UNESCO sur les neurodroits, qui protège justement l'intégrité cognitive, mais aussi affective en fait des individus face à des technologies qui vont effectivement essayer de reconnaître nos émotions et nous manipuler aussi, parce que en fait
on n'utilise pas ce mot-là, mais c'est quand même ce qui est fait quand on. C'est de la manipulation, Oui, quand on a des IA qui sont programmées pour être empathiques, qui sont programmées pour donner l'illusion d'une présence humaine. Vous disiez que c'était toi, Cyril, qui disait que l'étape d'après, c'était l'informatique émotionnelle, enfin la robotique sociale. En réalité, c'est pas l'étape d'après, c'est l'étape d'avant. En fait, non, mais en tout cas, moi, c'est retour vers le futur. C'est-à-dire que on s'intéresse depuis des années à comment rendre plus présents, plus humaines des interactions avec les robots, comment rendre ces robots plus humains. Donc, on s'est dit qu'il fallait que ça passe par les émotions. Et donc par analyser les émotions humaines pour essayer de les recréer justement chez des robots, chez des entités synthétiques. Et moi, je me disais, voilà, l'étape actuelle, c'est qu'on a maintenant des technologies qui ne visent plus à paramétrer uniquement les émotions des robots, enfin voilà, des fausses émotions des robots, mais aussi les émotions des humains. Donc, il y a vraiment tout se mélange. La frontière, en fait, devient de plus en plus floue. Nadia, peut-être dernière question sur cette séquence. Cyril allait remettre ses lunettes. C'est flippant quand il fait ça. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est flippant. Mais bon, tu pour nous te le gardes regarder, pour après. pour mon poker face. Pour me mettre la pression sur le timing. Dernière question. Nadia, là, on enregistre un podcast, on t'enregistre à distance. Alors, tu ne le réalises peut-être pas. Peut-être que nos auditeurs ne le réalisent pas. Mais il y a plein de filtres qui viennent améliorer la qualité, notamment du son, qui permettent de donner un son d'une bien meilleure qualité, alors que tu enregistres globalement avec un micro qui est tout petit comme ça dans ton PC. Et voilà. Est-ce que déjà ces technologies-là, qui sont finalement dans le quotidien, le moindre coup de fil est amélioré aussi par des algorithmes, la moindre réunion sur Teams ou autre est améliorée par des algorithmes et de l'IA derrière. Est-ce que déjà la manipulation des émotions commence là ? Alors, je dirais pas forcément que la manipulation des émotions commence là, mais par contre, ça nous prépare aussi au fait que nos voix, nos visages puissent être filtrés, puissent être pas forcément complètement naturels. En fait, on a déjà une d'artificialisation de nos interactions, et ça joue aussi dans l'acceptabilité de la société, en fait, de ces nouvelles technologies qui, en fait, petit à petit, elles viennent rendre de plus en plus paramétrables, en fait, et artificielles nos interactions. Donc, je pense que c'est vraiment c'est pas du tout ou rien, en fait, c'est qu'il y a vraiment un continuum qui fait que, voilà, petit à petit, si on pense, c'est pour ça que je commençais le livre avec les technologies de filtre Instagram, c'est que cette idée du filtre, elle nous est devenue tellement banale qu'à un moment, on avait même ce hashtag c'était un hashtag no filter. C'est ça. En fait, c'est que la norme, c'était devenu le filtre. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une acceptabilité de l'étude dont tu parlais au tout début, là, dans Philosophical Transaction of the Royal Society. Là, c'est en fait. Vu, elle a mis l'accent, hein, mais vachement mieux que moi. Merci de le souligner. Non, mais elle a un filtre, c'est pour ça. J'ai un filtre. Physical Transaction. Il y en a un autre qui a un excellent accent, excuse-moi Nadia, parce qu'il faut quand même que l'on passe à la deuxième séquence, parce que là, attention, il y a énormément de choses encore à voir. Je crois qu'on a largement mordu la planche, comme on dit en athlé, sur la première séquence. C'est pas grave parce que c'est passionnant. Donc, un autre ami qui a un accent phénoménal lorsqu'il s'agit d'aller lire des papiers de recherche en anglais, c'est son quotidien. C'est l'ami Louis de Diesbach qui va nous parler dans sa tech entre les lignes d'une question qui est quasiment naturelle à ce moment de l'épisode. L'IA va-t-elle vraiment changer le monde ? La tech entre les lignes. Aujourd'hui, Louis, tu vas nous parler du pouvoir transformateur de la tech et de l'IA, de ses capacités multiples et de comment tout ça va changer le monde. Presque ça. En fait, je vais plutôt essayer d'apporter de la nuance dans un discours marketing et promotionnel un peu trop bien rodé. Aujourd'hui, en fait, t'as l'impression que t'es soit un technophobe aguerri ou alors un technosolutionniste ébahi. Pour la nuance, on repassera. En 2022, Ross Grutzemacher et Jess Whittlestone se rendent compte du même problème et ils publient un article intitulé « Le potentiel transformateur de l'intelligence artificielle ». Un potentiel transformateur, là tu m'intéresses. En fait, l'idée des auteurs, c'est d'ajouter de la matière aux discussions sur la tech. Il y a autre chose que juste les GI, le Human Level AI ou encore le High Level Machine Intelligence. Ils partent d'un constat assez évident en fait. Il y a eu différents bouleversements au cours de notre histoire, chacun ayant une amplitude et une magnitude différentes. Pourquoi ce serait différent pour la technologie et pour l'IA ?
Et donc, dans leur article, ils vont développer un cadre avec 3 couches pour définir les impacts sociétaux de l'IA. C'est clair qu'on n'a pas attendu l'IA pour que la technologie agite le monde et ses débats. Tu peux penser à l'électricité, la machine à vapeur, Internet même. Tout juste. Et ces technologies, elles ont toutes quelque chose en commun. Ce sont des General Purpose Technologies, des GPT. Rien à voir avec ChatGPT. Là, c'est GPT pour Generative Pre-trained Transformer. Bref, c'est pas pareil. Bref, la définition que les auteurs reprennent est qu'une GPT, donc une General Purpose Technology, est une technologie qui, au départ, a beaucoup de marge d'amélioration et qui finit par être largement utilisée avec de nombreux usages différents et dont les effets en entraînent d'autres. Un petit effet boule de neige comme ça. Ah bah oui, ça ressemble à quelque chose que je connais. Ça commence par I, ça finit par A. En fait, pour être honnête, on n'en sait trop rien pour l'IA. C'est clairement trop tôt pour le dire. Mais ce que les vrais changements sociaux profonds ont tous en commun, c'est qu'ils mènent vers des changements irréversibles dans les voies de la vie humaine et du progrès. D'accord. Et c'est là que les auteurs disent que ça peut être de différents niveaux. T'as bien suivi, il y a 3 niveaux. L'IA transformatrice étroite, l'IA transformatrice et l'IA transformatrice radicale. On repassera pour l'originalité des noms. Dans le premier cas, on parle de changements irréversibles mais très ciblés, ou bien avec des impacts minimes. Comme par exemple, selon les auteurs, l'arme nucléaire. Certes, l'impact est important, mais c'est très ciblé sur l'armement. Le second niveau élargit les dimensions de l'impact. On ajoute notamment un impact économique, comme par exemple l'électricité. Tandis que le troisième niveau ajoute une couche de radicalité dans la façon même dont le progrès est mesuré. Une vraie révolution, en fait, dans la façon dont on perçoit les choses. Et les auteurs de comparer ça aux révolutions agricoles ou industrielles. Ok, et notre cher ami ChatGPT, il se trouve où là-dedans ? Mais le but de l'article, c'est d'apporter de la nuance. Et ChatGPT n'est même pas sorti quand le papier a été publié. Cela étant, les auteurs rappellent que les vraies révolutions ont toutes abouti à une croissance sans précédent de la qualité de vie des êtres humains. Pas certain qu'on y soit vraiment avec l'IA. Peut-être que finalement, en fait, l'IA, c'est juste pas une révolution. French Tech, esprit critique pour Tech Éthique. Alors Nadia, c'était cool cette Tech entre les lignes encore. Mais comme toujours. C'est toujours plaisir d'entendre Louis. Sacrée révolution en effet. Bon Nadia, ce qu'on a vu en première partie à l'échelle individuelle, c'est en train de prendre une toute autre dimension quand on fait un zoom arrière. Parce que les technologies qui reconfigurent nos émotions ne s'appliquent pas à une seule personne dans son coin. Elles imprègnent à faible bruit peu à peu l'ensemble de la société. Alors, on est passé assez rapidement sur des expériences conduites dans des environnements pro, sur l'expressivité des émotions. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus en détail ? Oui, alors elles prennent pas mal de place dans mon travail parce que je trouve qu'elles sont assez emblématiques justement de cette délégation des émotions et de ce contrôle algorithmique des émotions. Donc j'ouvre le livre notamment avec une technologie qui s'appelle Emotion Counseling Voice Conversation Engine ou SoftVoice. Oh yeah. Donc, c'est une technologie qui est développée par un géant des télécoms japonais qui permet de gommer en temps réel la colère dans la voix de clients mécontents dans le cadre des call centers. Et donc l'idée en fait de SoftBank, c'est de créer une IA qui va être un bouclier protecteur pour les employés parce qu'il y a un véritable problème au Japon de harcèlement. Ah oui. Juste une petite précision, tu viens de donner le nom de la boîte qui est derrière, donc SoftBank. SoftBank, si ça vous parle pas, ils sont très ancrés dans la robotique. Ce sont eux qui avaient racheté le français Aldébaran avec, vous savez, Nao, le petit robot, et Pepper, etc. Ah donc on refait le lien encore une fois avec l'IA et ce que ça va ancrer dans les objets. Je continue ton bouquin. Mais donc ça semble partir d'une bonne intention. Tu dis c'est pour lutter contre le harcèlement. J'imagine que ça aide les téléopérateurs à rester toujours zen puisqu'ils ont l'impression d'avoir un client qui n'est pas en colère. Oui. Donc ça amène certainement un meilleur niveau de réponse. Où est le problème ? En fait, effectivement, l'idée, c'est que ça censé apporter une solution technique à un problème de société au Japon, vraiment ce problème de relations, de pouvoir entre les clients et les employés qui doivent garder toujours un ton professionnel, même lorsque vraiment en face c'est très très véhément. Mais et en Europe, on a d'autres technologies qui permettent, elles, de créer des faux sourires dans la voix, cette fois-ci, des téléopérateurs. Donc, il y a vraiment, derrière ça, une idée de management émotionnel avec une conception des émotions, avec d'un côté des émotions désagréables, déplaisantes qu'il s'agirait donc de gommer, des émotions plaisantes qu'il faudrait augmenter. Et donc, ça, c'est problématique parce que
on a vraiment l'idée qu'il faudrait contrôler nos émotions pour optimiser nos interactions. Et cette optimisation des interactions, elle passe par le fait de gommer en fait toutes les frictions qu'il peut y avoir entre les individus. Et par cette idée de gommer la friction, et il y a encore, c'est censé faire écho à la manière dont les chatbots, les IA conversationnelles sont designés, avec ce ton aussi qui est encore une fois un ton qui est tout le temps positif, bienveillant. Donc il y a vraiment, avec les émotions synthétiques, une tonalité particulière qui est favorisée en fait. Je vais être un peu provocateur, mais quel est le problème ? Quand sur un centre d'appel, t'as un mec qui t'appelle, qui est hyper vénère, t'as pas envie, toi, si t'es le téléopérateur, de te le payer à longueur de journée, et en plus, tu vas mieux le servir si toi, sa colère t'est masquée. Finalement. Est-ce que tu es sûr de ça? Tu je pars de ça. Elle me dira peut-être, mais je me dis, voilà. On n'est pas sûr. Quand tu es un commercial, c'est vachement bien de pouvoir détecter les émotions de ton client. Moi, j'ai vu en vrai plusieurs projets de ce type-là pour arriver à comprendre quel va être son meilleur besoin, comment tu peux au mieux l'orienter sur un produit ou un autre. Où est le problème? Et je le redis, je suis volontairement provocateur, mais c'est pour bien comprendre. Parce que dans le livre, c'est aussi la question que je me pose. Je me dis, à partir du moment où c'est un dispositif qui peut protéger, justement, notamment des burn-out et des problèmes de santé mentale qui sont réels, notamment au Japon, à partir de ce moment-là, l'objectif est clairement bienveillant. Pourquoi ça peut être problématique? C'est parce que ça joue à plusieurs niveaux. Donc le premier niveau individuel, ça on en a parlé assez rapidement, c'est qu'en fait les émotions, c'est quelque chose qui s'apprend dans un environnement donné. Et à partir du moment où on est entouré de sourires artificiels, que les émotions négatives, elles sont gommées aussi de manière artificielle, ça véhicule aussi une forme morale, en fait, une normativité durcie, en fait, de la manière dont on est censé exprimer nos émotions. Et cette normativité, elle est différente aussi selon les individus. Donc, on a parlé un peu des différences culturelles, mais si on prend l'exemple de la colère, c'est un exemple que je prends dans le livre, il est particulièrement intéressant parce que la légitimité de l'expression de la colère, c'est quelque chose qui est genré, par exemple. On sait que la colère est beaucoup mieux acceptée chez les hommes que chez les femmes. Ouais. On les traite d'hystériques quand elles se mettent en colère, effectivement. Voilà, et par exemple, dans les discours politiques, c'est quelque chose qui est très bien documenté. On sait que pendant les campagnes présidentielles, notamment les campagnes aux États-Unis, il y a des travaux qui ont été faits là-dessus, qui montraient que les colères, comme celle de Hillary Clinton, avaient un impact vraiment négatif sur la manière dont elle était évaluée, alors que les accès de rage de Bernie Sanders ou Donald Trump n'impactaient pas du tout, en fait, l'image qu'ils avaient, à un tel point que la colère pour les Américains chez une femme, c'est considéré comme une des choses les plus répugnantes de la société. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est qu'à partir du moment où cette altération, cette diminution de la colère, elle se fait de manière automatique et algorithmique, eh bien, on doit se demander qui va décider en fait, quelle est une saine colère, qui a le droit en fait de l'exprimer ou pas, et aussi derrière les discours de colère, il y a aussi des demandes, des plaintes de la société. Oui, ça cache quelque chose. Voilà. Ça cache ou ça signifie quelque chose bien souvent. On touche le cœur, à mon avis, de la question là au niveau collectif. Ok. Dans un call center, éviter de se faire pourrir quand quelqu'un appelle. Pourquoi pas, à titre individuel, effectivement, on sait à quel point ce métier est dur. Le problème réside peut-être dans le côté universel, en tout cas c'est une volonté de le répandre à grande échelle. Là, tu parles dans le livre, tu vois, j'étais pile poil à la page 128 quand tu parles de contrôler ses émotions. D'où vient cette idée si répandue que nous devrions contrôler nos émotions? On y est dans cet épisode, à cet instant-là. Et tu parles de domestication. Donc, est-ce que le problème, c'est pas ça? C'est qu'à un moment donné, à force de vouloir... l'enfer est pavé de bonnes intentions. À force de vouloir ménager les uns les autres, qui décide qu'on a le droit, entre guillemets, d'être en colère ou pas? À quel moment? Qu'est-ce que la colère véritablement? Quel est le point de rupture? Où est-ce qu'on place le curseur? Et à force d'aseptiser les relations, est-ce qu'il y a encore relation? Est-ce qu'il y a confiance? Parce que finalement, je ne sais pas ce que tu penses réellement. Est-ce que tu es vraiment souriante et bienveillante, ou est-ce que tu es très en colère et il y a un filtre qui l'efface?
c'est quoi cette idée de domestication ? Est-ce que c'est totalement dystopique ? Est-ce que c'est que de la science-fiction ou est-ce que c'est quelque chose que tu commences à observer ? Ah non, c'est pas du tout dystopique. L'idée de la domestication de nos affects, c'est quelque chose aussi, c'est pas nouveau. Le fait que, comme je disais, on ait des normes qui fassent que telle ou telle personne peut exprimer sa colère ou pas, telle ou telle personne, on attend de telle ou telle personne qu'elle exprime plus souvent des sourires, notamment encore une fois chez les femmes. Il y a ce travail affectif qui est pas nouveau. Et c'est documenté chez les sociologues. La manière dont on exprime nos émotions, c'est quelque chose qui est extrêmement codifié. Et là, l'idée, c'est qu'en fait, et c'est codifié, ça respecte des normes. Là, l'idée, c'est qu'en fait, avec ces algorithmes, ce masque, justement, le masque affectif, il devient algorithmique sans qu'on ait forcément connaissance ni conscience des règles en fait qui sont appliquées dans ces masques. Un peu de la même manière qu'on n'a pas forcément conscience des règles et du design affectif qui est implémenté dans les technologies avec lesquelles on va converser tous les jours. Donc, en tant que récepteur, tu n'as pas conscience qu'il y a eu un filtre entre les deux, et toi, en tant qu'émetteur, tu n'es pas, ce n'est pas toi qui décide d'apaiser ta colère ou de transformer, de maquiller ton émotion. Donc exactement. Tu disais tout à l'heure que de toute façon on le fait déjà tous au quotidien, mais à un moment donné quand ça pète, c'est que tu n'as plus envie de contrôler ton émotion, quoi. Oui, c'est ça. Et puis il y a vraiment aussi l'idée de la liberté, à la fois de la liberté d'exprimer, mais aussi la liberté de choisir ou non au bout d'un moment d'utiliser ou pas ces outils, parce que à partir du moment où on va dire justement aux employés que en utilisant ces technologies qui permettent de créer des faux sourires, eh bien ils ont plus de bonnes idées, comme ce qui a été montré notamment avec un dispositif qui s'appelle SmartFace qui a été créé au Japon, qui montre que si en visioconférence on utilise une technologie qui permet de créer des faux sourires, eh bien il y a plus d'idées qui vont émerger d'une séance de brainstorming. Oui, l'exemple est fou dans le bouquin, c'est absolument dingue cet exemple. Ouais, je prends le temps vraiment dans le livre, parce que là on n'a pas beaucoup de temps, mais de développer toutes ces technologies, tous ces exemples et la manière dont ça change ou pas nos comportements. Et donc effectivement, une telle technologie qui augmente la productivité, est-ce que on va avoir le choix de l'utiliser ou pas? Et ça, c'est vraiment toute la partie aussi sur les changements technomoraux, c'est-à-dire qu'en fait, des technologies, même initialement bienveillantes, ont des conséquences sur ce qui nous est permis ou pas de faire, ce qui devient aussi une norme et ce qui devient désirable au sein de la société, et de manière qui est parfois difficile à anticiper. Ouais. Tu viens de lâcher le mot, tu as dit technomoral. Oui. J'attendais que ce mot arrive dans la conversation. Ce mot, il est très fort, de technomoral, et il laisse entendre éventuellement qu'il y a même un projet politique derrière, de technocrates, pour le dire en un mot facile et qui reprennent techno, qui voudraient contrôler nos émotions, ou qui voudraient dicter une certaine norme émotionnelle. Tu crois qu'effectivement il y a une forme de projet politique derrière, ou c'est la société qui se construit peu à peu ? La technomorale, ça renvoie pas forcément à un projet politique. La technomorale, ça renvoie au fait que les technologies transforment peu à peu le paysage moral de la société. Et ça peut être soit d'une manière non programmée, ça répond pas à un programme. Si on pense à l'exemple du téléphone portable, c'est un exemple que je donne dans le livre. À la base, le téléphone portable, il nous permettait d'être joignable même en dehors de notre domicile. Et donc, c'était une option. C'est-à-dire qu'on pouvait l'utiliser ou pas. Ça nous donne l'option supplémentaire d'être joignable en dehors de chez nous. Et au fur et à mesure, en fait, que cette technologie elle s'est généralisée, on est passé d'une option, être joignable aussi en dehors de chez nous, à une injonction. C'est-à-dire que petit à petit, il y a eu cette injonction à être joignable partout. Et avec l'extension au smartphone qui nous permet aussi de recevoir nos mails, eh bien, on devait aussi être joignable partout, tout le temps, et répondre à ces mails. Donc on n'en parle pas. Je vois très bien, mais donc, je pense que tout le monde le ressent bien. C'est ça, donc on est passé d'une technologie qui permet quelque chose, qui donne une option supplémentaire, à une technologie qui quelque part crée une forme d'aliénation. On se sent tenu en fait de répondre à cette injonction de la société, et avec une forme justement de glissement de la norme de l'attendu. Donc c'est en cela que je pose la question de est-ce que d'une option, donc, et là je réponds à ta question Mick de tout début, donc en quoi c'est problématique, en quoi ça peut être problématique, est-ce que d'une option donnée, on ne va pas arriver petit à petit à une injonction
d'usage. Quelle est la liberté vraiment qu'on peut avoir d'utiliser ou pas ces technologies. Donc c'est vraiment ce genre de choses qu'il faut anticiper. Et après, il y a aussi la question des normes et du projet politique, là, qui est une autre question. Alors, t'as vu, elle est très très forte. Il y a une fight entre nous. Il y a une fight de caméra. Elle est très forte parce qu'elle répond à ta question par une autre question. C'est une future politique. Blague à part, puisqu'on évoque le côté politique de la chose, ça me semble important de s'interroger 2 secondes sur... Tu as parlé de liberté. Si on fait le lien, tu viens de nous dire le smartphone, c'était une option et c'est devenu une injonction à tel point qu'on a été obligé de dire désormais droit à la déconnexion. Donc c'est un peu par l'absurde, entre guillemets. Est-ce que, si on fait le lien avec cette notion de liberté, moi ça m'a évoqué la liberté d'expression tout à l'heure, donc on se fixe en tant que société des garde-fous, des lois parfois, ou même morales tout simplement. Est-ce que demain, de la même manière qu'il y a une liberté d'expression à défendre, il faudra une liberté d'exprimer ses émotions naturellement? Est-ce qu'il faudra créer ça? Est-ce qu'il faudra défendre ça selon toi? Ah oui, clairement, dans ce projet donc, de charte dont je parlais assez brièvement tout à l'heure, ça fait partie des droits auxquels il faut qu'on pense, dans quelle mesure on sera à même d'exprimer nos émotions d'une manière qui nous semble respecter aussi des valeurs auxquelles il faut qu'on réfléchisse de manière collective, parce que, encore une fois, cette idée que petit à petit, il peut y avoir une forme de conformisme, en fait, aux émotions, au style émotionnel artificiel dans lesquels on baigne. Donc ça, c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de séparation entre la question individuelle et dont je parlais des émotions construites et du fait qu'on apprenne nos émotions dans un certain bain, et là, dans une certaine matrice. Et c'est pour ça que j'utilise cette métaphore de la matrice dans le livre, c'est qu'en fait, notre matrice au sein de laquelle on apprend nos émotions, on apprend nos normes, on apprend la sociabilité, elle est aussi constituée par les IA génératives et les émotions synthétiques et les modèles aussi c'est un environnement, quoi. Exactement, c'est un environnement. Et dans la culture, parce qu'on disait les émotions sont culturelles, souvent on oublie que dans la culture, il y a nos technologies. Et en fait, et ça, c'est parce qu'on a une relation à nos technologies qui je pense, est particulière et qu'on veut à tout prix considérer comme étant très éloignées de nous. En fait, c'est un truc très ambivalent. À la fois, elles sont très proches de nous, tellement intimes que parfois on se dit qu'on peut pas faire une journée sans nos technologies. Et en même temps, on a un rapport très séparé avec l'idée d'un mouvement d'un côté. Voilà, exactement. Et ça, je pense que ça nous permet pas de comprendre le façonnement qui est exercé par ces technologies sur nous. Et dis-moi Nadia, là, les transhumanistes doivent se régaler avec cette histoire de contrôle, d'augmentation des émotions, etc. Oh, ils en sont où là-dessus? Je te sens perplexe, voire un peu inquiet là. À peine. Dans la traduction de ton émotion. J'avoue. Ben oui, mais en fait, tous les projets de contrôle par la technologie, avec cette idée d'une optimisation de soi, c'est clairement un projet qui a un parfum très transhumaniste. Et j'en parle en conclusion du livre en disant que je pense que la question justement du façonnement des individus par les technologies ne doit pas être laisser abandonner justement aux transhumanistes, parce que eux vont l'adresser cette question, mais avec un projet, justement, avec un mépris du corps, avec une idée encore d'optimisation des individus dans un sens très productiviste. Mais nous, en fait, en tant que... Et très souvent avec un projet politique assez clair aussi, c'est ce qu'on a vu sur d'autres épisodes, par ailleurs. Exactement, avec un projet politique qui est assez clair, avec un certain type de normes qui va s'agir en fait de privilégiés. Donc ça, on le voit de plus en plus, notamment avec beaucoup de chercheurs et d'auteurs qui s'intéressent à ce concept du technofascisme. Donc on n'a pas le temps de l'adresser, mais... On en a reçu. C'était bien ça que je pensais, oui. Voilà. Tout à fait. Et il y a toute une dimension affective dans le fascisme historique et qui est encore présent d'ailleurs dans le technofascisme, dans cette idée de manipuler les émotions, de manipuler... Et c'est ce qu'on peut faire avec les IA à la fois de reconnaissance puis de génération d'émotions, d'affects qui sont hyper personnalisés. Donc ça, c'est aussi toute une... Donc là, ce que tu nous dis, c'est qu'il ne faut pas laisser ce débat sur les émotions, leur manipulation, leur augmentation, etc. aux transhumanistes. Il faut aussi rentrer dans ce débat-là et qu'il ne soit pas vu que sur le prisme que prennent les transhumanistes. Et surtout en essayant de mettre à distance cette opposition
très tranché entre le réel et l'artificiel, entre le synthétique et le biologique, parce que ça nous permet pas de comprendre justement en quoi c'est bien plus fin que ça en fait. Exactement. Ouais, Et c'est pas un discours transhumaniste que de dire en fait qu'il y a une forme d'hybridation, de co-construction, que notre subjectivité, elle se construit pas uniquement de manière biologique ou IRL, comme on dit, voilà, dans les interactions physiques, mais c'est qu'elle se construit dans la vraie vie. Voilà, c'est ça. Elle se construit aussi avec nos technologies, et ça, c'est un travail, c'est une idée qui a été développée par des penseurs comme Bernard Stiegler, par exemple, qui parlait d'appareils psychiques, qui parlait. Donc, je pense que cette idée d'hybridation, de co-construction, de subjectivité qui se fait avec nos technologies, elle doit vraiment être adressée et pas laissée justement aux transhumanistes. Il faut accepter ça dans le récit que l'on doit co-construire ensemble, ne pas laisser ce vocabulaire-là d'un côté ou de l'autre au prétexte que ah bah non, c'est les transhumanistes, donc on va pas parler d'hybridation sinon c'est faire leur jeu. Non, parce qu'on peut nommer les choses sans forcément les vouloir, entre guillemets. C'est ça le distinguo. Ok, c'est très clair là-dessus. Je reviens à un sujet peut-être plus du quotidien pour le moment, notamment dans les entreprises. On entend beaucoup, puisque les intelligences artificielles génératives font ce que nous, on savait faire de manière un peu routinière, etc. Elles prennent en partie ce que l'on sait faire. Ce qui nous reste et ce qu'elles n'ont pas encore, ce sont précisément les émotions. Alors, c'est probablement que cet épisode va vous faire réfléchir, peut-être changer d'avis, je ne sais pas encore. Mais donc, on parle aussi d'intelligence émotionnelle. J'aimerais t'entendre sur l'intelligence émotionnelle. À quel point, d'après toi, à mesure que les IA, les intelligences artificielles se déploient chez les humains et en entreprise en particulier, il faut faire preuve davantage d'intelligence émotionnelle. Est-ce que c'est à mettre en opposition, ou est-ce qu'au contraire, c'est de trouver une complémentarité entre j'utilise beaucoup d'intelligence artificielle, mais je développe aussi fortement mon intelligence émotionnelle pour essayer d'avoir une espèce d'équilibre? Alors, c'est un peu difficile pour moi de répondre à cette question parce que je ne sais pas trop ce que c'est que l'intelligence émotionnelle. Bah voilà, justement, c'était là-dessus que je t'attendais. Donne-nous une définition de l'intelligence émotionnelle. Je crois que tu ne l'auras pas là. En fait, c'est un concept du management ou du développement personnel, mais en réalité, en psychologie ou en neurosciences, on ne parle pas d'intelligence émotionnelle. On parle de compétences émotionnelles. On ne fait pas non plus de distinction, et ça c'est ce que j'essaie de dire dans le livre, entre la raison et l'émotion, ce qu'on a tendance à faire en croyant que voilà, les émotions sont un parasite de la réflexion, de la prise de décision, tout ça. C'est pas du tout ça, les émotions. Les neurosciences montrent que c'est pas du tout le cas. Donc l'idée qu'il faudrait nous développer notre intelligence émotionnelle pour montrer que quelque part on n'est pas complètement remplaçable par les IA, ça je pense que ça s'inscrit encore dans un discours qui est celui auquel justement j'appelle à un dépassement. Ne pas céder. Oui, parce qu'en fait c'est encore l'idée d'une comparaison avec une rupture, une opposition stricte entre finalement il faudrait défendre notre essence humaine. Et qu'est-ce que c'est que notre essence humaine? Et au fur et à mesure que les technologies finalement se développent, on bascule, en fait, on passe d'une compétence à une autre. À un moment, on disait c'est la créativité. Les machines pourront jamais nous prendre ça. Ce sont maintenant nos émotions. L'empathie. Voilà. En fait, si, parce que quelque part, elle les mime. Et c'est pareil à chaque fois, elle les mime. Et l'idée, c'est aussi de savoir quelle est la définition aussi que ces technologies nous donnent de nos propres compétences. Parce qu'au fur et à mesure, à force de parler de nous-mêmes comme des machines, on vient aussi transformer la manière dont on s'observe. Et ça, j'en parle dans le livre, c'est-à-dire que notre perception de nous, elle se transforme aussi au fur et à mesure que on développe des compétences chez ces machines qui sont censées être les mêmes que chez les humains. Et ça, c'est Il y a une espèce d'effet feedback qui fait que nous-mêmes, ça nous transforme de nous regarder systématiquement par le prisme de ce que la machine nous prend ou nous laisse. Exactement. Et on a bien entendu qu'il fallait lâcher prise parce que de toute manière, quoi qu'il arrive, elles nous prennent tout, elles nous prendront tout. Apprenons à vivre avec. Non, j'aime bien ton discours. Tu nous dis c'est pas un discours simplificateur, tu vois. Il faut pas chercher à simplifier ni à comparer directement. J'ai une dernière question pour toi, Nadia, avant de se quitter. Si tu devais laisser dans la tête de chacune des personnes qui nous écoutent une question qu'elle doit se poser elle-même de façon urgente et qui peut avoir un impact éventuellement collectif, laquelle ce serait? Je
Je pense que j'essaierai de me demander qu'est-ce que ça me fait quand j'utilise une technologie d'une certaine manière. Donc c'est vraiment se poser la question de ressentir, d'être attentif à ce que ça procure en moi, et essayer aussi de m'éloigner peut-être un peu des injonctions d'usage. Donc qu'est-ce que ça fait effectivement, ça va me rendre plus productif et que ça va me faire gagner du temps. Donc ça c'est une chose, mais en réalité qu'est-ce que ça me fait réellement à mon vécu, à la manière, par exemple si j'utilise au travail, qu'est-ce que ça génère en moi, est-ce que je me sens tout autant compétent, est-ce que j'ai autant d'élan, autant de désir, autant de plaisir quand j'utilise telle ou telle technologie, que ce soit pour le travail ou même pour les réseaux sociaux ou autres. En fait, je pense qu'il y a vraiment une question d'essayer de réfléchir à ce que ça produit en moi, en fait. Génial. Nadia Guiroaou, un grand merci pour cet épisode, pour tout ce que tu nous as livré ici. On rappelle ton livre, merci Notre Nadia. cerveau sous influence, que Cyril a fini de lire pendant l'épisode. Pendant l'épisode, voilà. Je suis passé directement de la page 128 à la page... C'est un livre dense, mais c'est écrit suffisamment gros pour moi. Non, ce que je veux dire, c'est que c'est suffisamment bien écrit pour que ce soit très compréhensible et accessible. Allez-y. Génial. Bon, pour ceux qui nous écoutaient, restez bien avec nous. C'est l'heure du débrief avec Cyril. Merci Nadia, au revoir. Salut Nadia. Salut. French Tech, esprit critique pour tech éthique. Waouh. Écoute Mick, est-ce que tu veux que je te partage mon émotion du moment ? Tu les caches tes émotions, surtout avec tes lunettes. Mais oui, mais alors aussi, justement... Il n'y a pas de raison que toi, sur lunettes de soleil, il fait 154 degrés dans le studio, il faut que les gens le sachent. On va voir si justement tu sais décoder mon émotion, est-ce qu'elle est sincère ou pas, puisque je te cache mes yeux. Et mon émotion du moment, les amis, c'est que je suis hyper joyeux, je suis hyper content, tu vois, je le montre pas, je suis hyper content de cet épisode que j'aurais pu prolonger en ce qui me concerne très très loin dans la journée et plus encore, parce que franchement il y a énormément de choses encore à creuser. Ouais, c'est fascinant d'avoir comme ça une neuroscientifique, et du coup voilà, moi ce que j'ai adoré, c'est cette volonté de sortir de la simplification. Il y a plein de fois où elle nous l'a dit, non, c'est pas aussi simple que ça, oui, ça c'est l'idée générale, mais en fait, c'est un peu plus compliqué, il faut voir ça, ça et ça. Et ça, je crois que c'est notre mission de vie dans Trench Tech, cet esprit critique, et d'accepter que les choses sont parfois un peu plus compliquées que juste c'est blanc ou c'est noir. Et ça, c'était très, très agréable et très riche cognitivement. Je confirme. Moi, il y a un autre truc dont je pense que ça colle parfaitement à notre mission, c'est aussi d'essayer de comprendre ce qui se passe en ce moment pour essayer un tout petit peu, sans prétention, d'anticiper la suite. Et là, j'ai trouvé très intéressant qu'elle nous dise attention, les filtres Insta, Snap, tout ça, c'est drôle, elle jette pas le bébé avec l'eau du bain, c'est sympa, etc. Et puis il commence à y avoir les filtres vocaux, etc. Et ça participe d'une forme d'infusion dans la société qui façonne l'acceptabilité sociale pour ce qui va suivre. Non pas, attention, pas de thèse complotiste, non pas que ce soit forcément prévu, que ce soit forcément conscient, mais donc il sera plus difficile dans quelques mois, dans quelques années, de remettre en question l'idée que des robots ou des IA interprètent nos émotions et les falsifient d'une certaine manière en s'exprimant à nous, parce qu'on aura déjà été habitué à falsifier notre identité avec des filtres vocaux ou d'images. Tout ça arrive peu à peu à bas bruit, en fait, c'est un peu le sujet. Et ce qui l'amène même à ce terme fort, elle a parlé de techno-morale. Là, j'ai trouvé ça, ce terme hyper fort, la technologie qui est en train de dicter une certaine normativité des émotions. Elle a pris ce terme aussi. Et on n'est pas allé trop sur ce terrain, mais quand même, il faut se dire que c'est aussi quand même une normativité qui est beaucoup, beaucoup dictée par une culture qui nous vient des États-Unis, entre autres. Cette forme de sourire, et puis tout le fait de vouloir lisser ses émotions, ça vient aussi dans la manière dont on souhaite le faire. Je vous dis n'importe quoi, c'est pas clair là dans ma tête. C'est trop chaud. Non, je crois que c'est les lunettes en fait. Enlève-les mon gars. Donc, c'est des normes qui nous viennent en plus profondément des États-Unis d'un point de vue culturel. Donc, on n'est pas allé jusque-là, mais ça pose aussi la question finalement d'une certaine dilution d'autres cultures avec cette normativité. Ouais, c'est sûr. Et ce risque d'uniformisation, même si on a perçu également que c'était pas si simple que ça de vouloir modéliser, donc tu viens de le rappeler, les émotions, parce qu'il y en a plein, et c'est culturel. Ce risque d'uniformisation, il y a un risque micro, c'est-à-dire qu'à la limite, tant que ça reste au niveau individuel, bon, pourquoi pas, c'est le coup du call center, néanmoins, à un niveau plus macro, et je renvoie au livre une nouvelle fois,
on peut arriver à une forme de domestication. C'est-à-dire que dès lors qu'on a uniformisé, c'est-à-dire qu'on a créé un cadre, on a créé un moule, et déjà on peut se poser la question de qui crée ce cadre, avec quelle valeur à l'intérieur, ce moule, et puis on domestique. Or, domestiquer, c'est quand même un terme extrêmement fort. On domestique les animaux. Et il faut se poser la question aussi de ceux qui ne sont pas dans ce cadre ou qui refusent de l'être. Hein. Ouais, tout à fait. Et puis, moi, il y a une dernière réflexion, peut-être qui m'a vraiment marqué. Ne laissons pas ce débat aux transhumanistes. Je crois effectivement qu'il faut que chacun se saisisse de ces questions, exerce son esprit critique sur ces sujets. French Tech. Et voilà, plus ou moins 60 minutes viennent de s'écouler, 60 minutes pendant lesquelles nous avons exploré comment l'IA façonne nos émotions. On espère que cet épisode vous a plu et qu'il a une nouvelle fois permis d'exercer votre esprit critique pour une tech éthique. Si c'est le cas, une chose à faire, donnez-nous des émotions, postez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, levez un pouce sur YouTube, partagez cet épisode partout autour de vous, car comme l'aurait dit Vincent Van Gogh, n'oublions pas que les petites émotions sont les grands capitaines de nos vies et qu'à celles-ci, nous obéissons sans le savoir. French Tech, esprit critique pour tech éthique.